Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire dédié à la présentation des appels 2023 de la mission adaptation au changement climatique. Nous sommes heureux, nous sommes nombreux et je m'en réjouis. Je profite de cette prise de parole pour vous souhaiter à tous le meilleur pour 2023. Donc, je me présente, je suis Annabelle Rondeau, je travaille au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je suis représentante au comité de programme pour le cluster 5, le cluster climat, énergie, mobilité du pilier 2 d'Horizon Europe, et également la représentante française au comité de programme de la mission adaptation avec Bazoudeb Choudouri, que vous voyez à l'écran. Autrement dit, Bazoudeb et moi, au même titre que nos homologues européens, nous intervenons et nous interagissons avec la Commission en amont de la publication des programmes de travail pour justement co-rédiger et co-façonner ces programmes de travail. Je serai accompagnée cet après-midi de Benjamin Viniver, qui est PCN Climat Énergie. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques considérations préliminaires. Le webinaire est enregistré, donc afin que vous puissiez disposer du replay par la suite. Les slides présentés seront également à votre disposition. Donc, que ce soit pour le replay ou pour les slides, vous recevrez d'ici à la fin de la semaine un email vous indiquant où vous pourrez récupérer les deux. Pensez à couper vos micros si vous ne prenez pas la parole, mais surtout, n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions, des remarques au cours de ce webinaire, soit en levant la main, soit soit en utilisant, pardon, le chat. Alors, au programme de cet après-midi, un rappel de ce que sont les missions et de ce qu'est la mission adaptation au changement climatique, la présentation des résultats 2021-2022 des appels de cette même mission, ce qui vous permettra d'obtenir des informations importantes pour la suite et de voir, entre autres, quels sont les acteurs lauréats et notamment les acteurs français. Enfin, un point et une présentation sur les appels 2023. Après une petite pause, vous sera fait un point d'étape sur la charte mission adaptation dont on vous a déjà parlé, mais pour laquelle on vous recontextualisera sa légitimité. Et last but not least, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de notre webinaire. Nous avons le plaisir d'accueillir Zoé Bulle-Baudin, représentante de la région Normandie à Bruxelles, qui nous parlera du projet RESIT, un des projets lauréats 2021 de la mission adaptation au changement climatique. Est-ce que par rapport à ces propos préliminaires, vous avez d'emblée des questions, des remarques, des contestations? Tout va bien? Eh bien, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui suivent ces épisodes de mission, hein, je suis désolée de cette redite, mais je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui sont nouvellement inscrites et pour qui une petite contextualisation des missions est importante. Alors, les missions, c'est quelque chose qui est apparu avec Horizon Europe et ça vise vraiment à répondre à des défis sociétaux complexes et à générer des solutions et des initiatives dans une logique de transversalité, de co-conception. Ça veut dire on est vraiment avec cette deuxième bullet point à l'écran, vous voyez des solutions et des initiatives, on est vraiment sur des innovations et des démonstrations qui doivent être ancrées sur les territoires, en l'occurrence pour un certain nombre de missions, et avoir des résultats rapides. Il y a une espèce de temporalité et de rapidité attendue par rapport aux résultats de ces missions. Et on veut que ces missions provoquent des changements systémiques avec un fort impact sur la société. Ça, c'est le deuxième point très important. Avec ces missions, on veut enrôler les citoyens, les autorités publiques, les acteurs privés. Ça se veut vraiment dans une approche holistique. Donc, il y a un nouveau rôle vraiment de la recherche et de l'innovation dans le cadre de ce programme Horizon Europe à travers ces missions et notamment à travers cette approche globale et en redéfinissant la relation avec les citoyens. Vraiment, la relation avec les citoyens est au cœur de la plupart des missions. Alors, je dis au cœur de la plupart des missions parce qu'il y a eu 5 missions qui ont été créées avec Horizon Europe, dont la mission adaptation pour laquelle on fait ce webinaire aujourd'hui, mais il y a également la mission ville, que suit également Benjamin, la mission santé des océans, la mission sol, santé des sols, et la mission cancer. Alors, la mission adaptation au changement climatique, ou climat, comme on le dit un peu entre nous, elle s'inscrit dans un contexte politique bien précis. En février 2021, la Commission a publié la nouvelle stratégie adaptation
au changement climatique qui vise un certain nombre d'objectifs qui sont listés là, 4 en l'occurrence, pour faire en sorte que d'ici à 2050, l'Union européenne soit pleinement adaptée aux effets inévitables du changement climatique. Ce sont vraiment les 3 premiers objectifs de cette stratégie qui sont en lien avec la mission adaptation et j'allais dire plus précisément le 3e où on attend une adaptation plus rapide. Chaque mission s'est vue dotée en fait d'un plan de mise en œuvre. En septembre 2021, les 5 missions ont publié leur plan de mise en œuvre qui est vraiment le guideline, la ligne de conduite que doivent suivre chacune des missions. Alors, ce plan, il est assez court, c'est à peu près 45 pages et il a été élaboré, et ça c'est aussi une nouveauté dans l'approche de la mission quand je vous ai parlé tout à l'heure de co-conception. Il a été élaboré non pas par la commission mais par des experts, une quinzaine d'experts. Je pense que vous avez entendu parler des mission boards. En l'occurrence, il y avait 15 experts par mission board qui ont planché, qui ont travaillé sur ce plan de mise en œuvre. Petit aparté, le mission board et tous les autres mission boards ont été renouvelés tout récemment. Et dans le nouveau mission board pour la mission adaptation, il y a un Français qui est Karim Selouane, qui est le fondateur de Résilience, qui est le bureau d'études en fait chez Vinci Construction et qui a pour principal sujet justement l'adaptation au changement climatique. Je ferme la parenthèse pour revenir sur ce plan de mise en œuvre, donc qui a été encore une fois poussé et dessiné par ces experts du Mission Board en 2021 pour vraiment vous inviter, vous qui ne connaissez peut-être pas encore bien cette mission, à lire ce document. Il est vraiment essentiel, il est court, il définit les objectifs de la mission, son budget, ses synergies avec d'autres initiatives, etc. Mais si vous lisez ce document, je pense que vraiment ça sera très éclairant pour comprendre la mission. On va vous le décrypter d'une manière un petit peu courte aujourd'hui, mais vraiment lisez-le. Donc, dans ce document et ce plan de mise en œuvre, on retrouve la vision à long terme de la stratégie adaptation, c'est-à-dire faire en sorte que l'Union européenne s'adapte d'ici à 2050 aux effets inévitables du changement climatique, et un objectif à plus court terme, faire en sorte que d'ici à 2050, eh bien, on soit capable d'accélérer les transformations intelligentes et systémiques, donc inclusives, vers la résilience climatique. L'objectif principal de la mission, aider au moins 150 régions et communautés à devenir résilientes au climat d'ici à 2030 avec 3 sous-objectifs. Le premier, et il concerne toutes les régions, les communautés qui sont intéressées, préparer et planifier la résilience climatique. Je reviendrai dans le détail sur les 3 sous-objectifs. Le deuxième, accélérer les transformations vers la résilience climatique, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez, vous en tant que région, territoire, communauté, identifié les risques auxquels vous pourriez éventuellement devoir faire face dans les années à venir, il va falloir imaginer des solutions en fait, identifier des solutions entre autres pour pouvoir pallier ces risques. Et puis le troisième sous-objectif, c'est vraiment de démontrer les transformations systémiques vers la résilience climatique. Autrement dit, faire que les solutions identifiées soient testées sur le territoire pour faire leurs preuves et voir si vraiment elles conviennent par rapport aux risques que sont les vôtres. Alors, je vous parle depuis tout à l'heure de régions, de communautés. C'est des termes pas si évidents que ça, qui sont définis dans l'implementation plan, notamment le terme de région. Au début, les acteurs européens se sont beaucoup posé de questions sur ce que recouvrait, et notamment en France, puisqu'on a, nous, notre définition, j'allais dire, administrative. Dans ce document, dans cet implementation plan, la Commission dit que la région, c'est ce qui équivaut au NUTS 2. Le NUTS 2, vous savez que le NUTS, c'est une nomenclature en fait européenne, ça correspond à un certain nombre d'habitants, et nous, pour nous, Français, ça correspond à nos anciennes régions françaises. Donc, on a, comme le Luxembourg d'ailleurs, qui lui n'a pas de NUTS 2, signaler que ça pouvait être quand même problématique, ce sur quoi la Commission a bien convenu de cette définition un peu limitante et a, dans un FAQ, indiqué que finalement, région, alors c'était surtout pas à concevoir comme nous, au sens administratif, on pouvait l'entendre, mais simplement un territoire avec un pilote administratif. Un territoire, évidemment, avec ses contraintes, ses risques, etc. Mais donc pour nous, ça peut vouloir dire la région telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais aussi ça peut être un département, 3 départements, le pays de la Brenne, le plateau des Mille Vaches, je dis n'importe quoi, du moment qu'il y ait un territoire bien défini avec des risques bien analysés et un pilote administratif.
Les communautés, ça, c'est pas un terme, enfin, c'est un terme que la Commission utilise très souvent et qui, là, ne fait pas grande difficulté. Ce sont des groupements de personnes avec des liens sociaux, des valeurs ou des intérêts communs, mais pas forcément situés géographiquement à un même endroit. Alors, deuxième schéma à retenir, hein, il y avait ce premier schéma avec cette pyramide et ces trois étapes qui étaient importantes, et le deuxième, c'est celui-ci, puisque dans dans l'implementation plan, on rappelle ou on indique que la mission a cette approche locale, donc au niveau du territoire, et ça c'est vraiment très important d'avoir ça en tête, une approche systémique, et je reviendrai sur le terme, mais en tous les cas, ce terme de systémique renvoie au schéma qui est sur votre gauche, et une approche inclusive où encore une fois, il s'agit avec cette mission de réunir tous les acteurs concernés, les administrations, le secteur privé, la société civile et les citoyens. Alors, je le disais, il y a une approche systémique avec cette mission, c'est-à-dire qu'en fait, la commission et le mission board ont identifié ce qu'ils appellent des domaines d'innovation ou oui, des domaines d'innovation clés, qui, s'ils ne sont pas transformés, risquent de faire que les régions, les territoires ne s'adaptent pas au changement climatique. Et donc, quels sont ces domaines un peu clés? Il y a l'utilisation des terres, l'utilisation, le management de l'eau, les infrastructures critiques, le système de santé. Et pour rendre ces systèmes communautaires clés plus résilients ou prêts à faire face au changement climatique, la Commission préconise avant tout d'utiliser, de recourir à des solutions basées sur la nature. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que vous allez voir que dans les appels 2023, il y a vraiment beaucoup d'appels, enfin, tous les appels font référence à l'un ou l'autre de ces carrés et vous verrez ce que la Commission entend par cette approche systémique. Autour de ces 4 carrés, 5 carrés colorés, vous voyez un certain nombre de mots-clés qui, s'ils ne sont pas pris en compte, font que la mission et sa mise en œuvre ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire que si on ne permet pas aux acteurs locaux d'accéder à un certain nombre de données, d'accéder à des connaissances, si on ne met pas en place une gouvernance, si on ne prévoit pas l'engagement ou, j'allais dire, l'inclusion, pardon, des citoyens. S'il n'y a pas une autre approche économique, si on ne prévoit pas un plan de financement de ressources et enfin, s'il n'y a pas des changements de comportement, la mission ne fonctionnera pas et en tout cas, on ne parviendra pas à faire que nos territoires soient résilients face au changement climatique. Alors, l'objectif 1, je vous ai dit, j'allais décrire un petit peu précisément ces objectifs. Encore une fois, vous retrouvez tout dans l'implementation plan. Là, l'idée, c'est d'aider toutes les régions qu'ils souhaitent, toutes les communautés, à mieux comprendre l'exposition aux risques. Et pour ce faire, il y a déjà une plateforme qui existe qui s'appelle Climate Adapt, qui est gérée par l'Agence européenne de l'environnement et qui est en accès libre et qui permet d'avoir recours ou accès à un certain nombre de données justement sur le changement climatique et ses impacts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Commission souhaite développer et soutenir l'utilisation d'un cadre européen d'évaluation des risques climatiques. Et ça a déjà fait l'objet d'un appel en 2021. Je vous en parlerai dans une minute, mais il y a déjà eu un financement sur ce sujet pour que justement on puisse avancer tous ensemble sur l'analyse des risques. Et puis, il faut aussi qu'il y ait des services numériques, en fait, qui soient innovants et en lien face à ces datas pour converger vers la résilience. L'objectif 2, lui, il est composé de 3 étapes. Hein. L'objectif 1, il n'y avait qu'une étape, mais l'objectif 2, 3 étapes. Là, ça se resserre un peu. Et l'idée de la Commission, c'est que d'ici à 2030, il y a au moins 150 régions et communautés qui aient accès à leur transformation pour leur permettre de pouvoir faire face au changement climatique. Donc, la première étape, c'est de mobiliser le soutien financier qui va bien et l'engagement des parties prenantes, y compris des citoyens. L'engagement financier, lorsque la Commission évoque ce point, elle souligne toujours qu'Horizon Europe est une petite partie du tout. Vous verrez que sur le budget prévisionnel qu'elle imagine pour la mission, vraiment Horizon Europe, c'est une toute petite partie du montant qui sera nécessaire
à la résilience climatique pour l'Europe. Il faut aussi formuler une vision et des voies de transformation vers la résilience climatique. Là aussi, il y a eu un appel en 2021, j'y reviendrai. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a analysé ces risques, eh bien, il faut, j'allais dire, flécher en face les solutions qui pourraient nous aider à faire face aux risques identifiés. C'est ça, identifier et formuler une vision et des voies de transformation. Étape 4, eh bien, on orchestre. On va orchestrer les innovations et tester les solutions transformatrices avant finalement d'en venir aux deux dernières étapes qui concernent l'objectif 3 et qui, lui, vise d'ici à 2030, faire qu'il y ait au moins 75 démonstrations et transformations systémiques au niveau régional et interrégional. Et donc là, on est vraiment sur la solution, de la démonstration à grande échelle, voire voire des solutions qui visent à créer de la transformation, de la valeur transfrontalière, pardon, entre les différentes régions européennes. Et sur ce sujet, eh bien justement, la région Normandie nous parlera du projet qu'elle a gagné puisqu'il était en lien avec cet objectif 3. Ça, c'est juste cette planche-là, cette slide-là, pardon, c'est juste un récapitulatif des objectifs et des différentes étapes que vous pouvez justement sur une seule et même image avoir en tête. Alors, au-delà de, j'allais dire, ces trois objectifs, la Commission, et je vous l'ai dit, la Commission, et notamment Horizon Europe, c'est pas seulement un guichet de financement. Il ne faut surtout pas le voir comme ça. La Commission veut aider vraiment les territoires européens à faire face à ce changement. Et pour ce faire, elle met en place une plateforme. Cette plateforme, elle va bientôt, j'allais dire, voir le jour, puisque normalement, elle devrait être mise en place au premier trimestre 2023. Et elle a plusieurs objectifs. Elle a pour intention d'offrir une assistance technique aux autorités régionales pour justement les aider à identifier leurs risques, les aider à cartographier les solutions qui pourraient leur permettre de faire face aux risques. Elle est là pour permettre aussi aux territoires, aux communautés d'accéder aux connaissances et à toutes les solutions qui existent. Et puis aussi de flécher les financements pouvant aider justement à aller vers cette résilience. C'est aussi une façon, j'allais dire, cette plateforme de créer des liens entre les différents territoires, d'apprendre les uns des autres. Et évidemment aussi, il y a tout un aspect communication où la plateforme permettra d'organiser des événements, de faire que les territoires intéressés puissent se rencontrer, discuter, échanger, etc. par rapport à leurs problématiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit accompagner la mission tout au long de son existence. Alors, la plateforme, pour le moment, elle s'appelle MIP, Mission Implementation Platform. Elle n'a pas d'autre nom. Elle devrait, j'y reviendrai dans un instant, mais en tout cas, je pense que la commission qui, la semaine prochaine, fait son webinaire, l'évoquera. Et le 26 janvier, pour la date pour laquelle je reviendrai dans un instant, ça sera de nouveau précisé. Mais pour l'instant, on a juste l'acronyme, enfin, le Mission Implementation Platform MIP. Je ne sais pas si la commission lui donnera un nom plus précis. Le budget, là, c'est juste un état des lieux, j'allais dire, ou ce qui était prévu en tout cas dans l'implementation plan. Cette mission, elle est estimée à 10 milliards d'euros et Horizon Europe apporte un financement d'1 milliard. Donc, vous voyez que c'est une toute petite partie du tout, notamment sur l'objectif 3. Là, c'est une toute petite partie du tout. Pourquoi? Parce qu'Horizon Europe s'arrête souvent à des financements justement démonstrateurs et ne finance pas la commercialisation qui sont réservés à d'autres projets que sont les FEADER, le FEDER, LIFE, Innovation Fund par exemple. Donc il va falloir, j'allais dire pour compléter, peut-être trouver d'autres financements, soit au niveau européen, soit au niveau national, soit privé, soit les trois, soit voilà. Donc et encore une fois, hein, l'esprit de la mission, c'est certes, enfin, c'est vraiment, en tout cas du point de vue d'Horizon Europe, c'est d'être une espèce d'investissement d'amorçage pour que vous, j'allais dire, vous puissiez être lancé sur la trajectoire de la résilience climatique. Est-ce que par rapport à cette contextualisation, j'ai vu des questions passer, mais je pense avoir répondu dans le chat, il y aurait d'autres questions, d'autres choses qui ne sont pas claires?
N'hésitez pas, hein. Puis en plus, j'ai une fâcheuse tendance à galoper, donc n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser vos questions dans le chat. J'en ai vu passer qu'une question, Benjamin. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Non? Non, non, pas d'autres Non? questions. Bon, c'est très clair, c'est très gentil, merci beaucoup. Ah si, il y en a une qui vient de tomber. À quelle date? Alors oui, bah, vous m'en demandez beaucoup. Normalement, premier trimestre 2023. Et encore une fois, je vous invite à suivre et je vous en reparlerai, ou Benjamin à la fin. Mais 17 et 18 janvier, la commission fait son webinaire sur les appels missions. Je pense que dans le cadre de la mission adaptation, ils en reparleront. Et si ce n'est pas le cas, ça sera le 26 janvier, un autre événement que la commission organise. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les appels en lien avec la mission adaptation, déjà publiés. Pourquoi je vous en parle? Parce que pour la plupart, on a les résultats et qu'il est toujours très, très intéressant de regarder quels sont les acteurs qui se sont positionnés, quels sont leurs projets. Et c'est d'autant plus intéressant que dans les topics, très souvent, il est fait référence à des topics précédemment publiés et pour lesquels il y a déjà eu des projets financés. Et c'est toujours très intéressant pour vous, en tant que déposant pour Horizon Europe, d'aller voir, de faire des fouilles archéologiques pour voir ce qui a déjà été financé dans le domaine d'intérêt pour vous. D'une part, pour pas financer deux fois la même chose, parce que la commission n'aime pas trop financer deux fois la même chose, mais surtout pour, j'allais dire, prendre contact avec des acteurs qui pourraient être utiles à votre consortium, par exemple. Donc vraiment toujours faire ce travail de fouille un peu archéologique. Là, c'est très limité aux appels en lien avec la mission, mais il peut y avoir des appels dans le programme live qui sont intéressants pour vous. Donc toujours regarder ce qui a été fait. Alors, qui a été fait en fait jusqu'alors, il y a eu déjà dans le Green Deal, donc qui était sous H2020, un appel qui a été lancé. Il y a eu même 2 appels en lien avec la mission adaptation. Tout ce qui est souligné, donc vous voyez Transforma, Impetus, Résilience, etc. Ça, c'est des projets pour lesquels le Grant Agreement a été signé et que vous pouvez retrouver sur le site Cordis. C'est le site de la commission, donc je vous invite vraiment à regarder ce qui a déjà été fait. Et puis par ailleurs, il y a tous les appels du cluster 5 de la destination 1, destination climat. Alors là, ce sont des choses, on va dire que ce sont des briques qui vont venir être utiles à la mission adaptation. Et là, on a eu des résultats encore tout récemment, donc tous les grands agréments ne sont pas signés, mais vraiment faites de la veille d'encore 10 parce que je suis sûre qu'il y a des projets qui peuvent être intéressants pour les sujets, par exemple 2023 que vous visez. Et puis, il y avait eu tout de même dans le programme de travail mission un appel en lien avec le New Baos, sur lequel je ne détaille pas, mais qui était connexe pour les 5 missions. Finalement, parmi les projets financés, les 5 projets financés qui sont tout en bas, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment plus en lien avec la mission ville que les autres missions. Mais là, encore une fois, il faut quand même porter votre attention sur ces sujets déjà financés. En ce qui concerne, alors chaussez vos lunettes, je suis désolée, c'est en petit, mais encore une fois, vous aurez les slides. Sur les appels 2021 qui sont clôturés le 12 avril 2022, on a eu les résultats cet été. Ce qui est intéressant pour vous, 3 choses. La première, c'est les 2 premiers appels. En fait, c'est des appels en cascading funds. C'est-à-dire que la commission a sélectionné un consortium, notamment par exemple sur le premier appel, c'est celui qui doit dessiner le cadre d'évaluation des risques. Ce consortium doit s'occuper de faire ce cadre commun d'évaluation des risques et surtout sélectionner des acteurs qui pourront en bénéficier et toucher une partie de l'argent européen pour pouvoir le modeler selon les risques auxquels ils sont vraiment contraints. Donc, il faut vraiment surveiller ces 2 appels, enfin en tout cas les 2 projets qui vont émaner de ces réponses aux appels parce qu'une partie de l'argent attribué au consortium doit être redistribuée via un second appel. Alors là, les résultats, je vous ai dit, on les a eus cet été et normalement, les consortia gagnants ont 1 an à peu près pour mettre en place l'outil qui leur est demandé et choisir, sélectionner les communautés, les régions selon les modalités qui leur convient. Ce n'est pas forcément les modalités Horizon Europe. Donc tout ça, en tant que représentante et avec Gbazoudeb au comité de programme, on le suit. On a demandé à la commission est-ce qu'elle nous fasse des points réguliers par rapport à ça pour qu'on puisse vous informer du moment où vous pourriez éventuellement bénéficier de ce cadre commun d'évaluation des risques qui vous permettra d'affiner vos calculs, de voir si, par exemple, sur votre territoire, vous avez vraiment bien pris en compte tous les risques. C'est un peu ça l'idée. Donc, ces 2 projets-là sont vraiment à suivre de très près.
hein. Ils sont coordonnés tous les deux par des néerlandais, dont le deuxième par la Kik Klima et le premier par Stinkting Deltares. Excusez-moi pour la prononciation. La deuxième idée et le deuxième point qui me semble intéressant, c'est à droite, sur la colonne de droite, je vous ai mis les Français sélectionnés dans les projets. Il n'y en a pas eu beaucoup au premier tour, si je puis dire, mais il y a eu dans le projet Résiste, entre autres, la région Normandie qui nous fait le plaisir d'être ici. Et puis vous voyez qu'il y a eu un autre territoire, une autre partie du territoire français qui a été sélectionnée pour cet appel, hein, qui était sur les démonstrateurs à grande échelle et qui est par exemple la communauté d'agglomération du Pays Basque. Donc ça vous donne des idées sur les territoires, parce que très souvent on me dit ah ben moi je suis un établissement de je sais pas quoi, je gère les étangs de la Brenne, est-ce que j'ai le droit de répondre? La réponse est oui, si vous avez vraiment des risques avérés par rapport au territoire dont vous vous occupez, que ça peut être très périlleux pour les citoyens, l'écosystème, etc. Oui, donc ça vous donne une idée de qui peut répondre, ou en tout cas qui a répondu. Et la dernière idée par rapport à ce schéma ou ce tableau, c'est les chiffres en bas. Vous avez eu 29 propositions déposées, 9 ont été sélectionnées, ce qui fait un taux de succès de 31%. C'est vraiment, j'allais dire, c'était au tout début, hein, 2021, les premiers, donc c'était un peu nouveau. Il n'y a pas eu forcément peut-être beaucoup de projets déposés. Mais pour 2022, et je vous en parle dans une seconde, on est sur ces mêmes ordres de grandeur. Donc, allez-y, vraiment déposez. Euh, donc ça, c'est une façon différente de présenter les choses, mais attention, petit bémol, on voit que les Néerlandais et les Espagnols ont beaucoup capté d'argent. C'est le taux de succès en euros, c'est-à-dire la part demandée avec la barre bleue et la part captée avec la barre rouge. Je vous l'ai dit, en fait, il y a deux projets qui sont en cascading fund, dont un qui est coordonné par la KIK Climat. Et la KIK Climat, vous voyez, a absorbé 23,3 millions. Donc, c'est pas étonnant que les Néerlandais aient beaucoup capté. Et dans le deuxième projet qui était coordonné aussi par les Néerlandais, vraisemblablement, l'organisation de la redistribution de l'argent revient aux Espagnols qui, eux, ont capté 13,2 millions d'euros. Donc, attention, toutefois, néanmoins, on voit quand même que, alors la France n'a pas forcément n'est pas dans les 3-4 premières comme d'habitude. Elle a capté 3,8 millions sur les 114 distribués. Mais il n'y a pas hormis les Néerlandais et les Espagnols, les Italiens, par exemple, ont capté 7 millions, les Allemands, 4 millions. Bon, voilà, c'était un peu dans un mouchoir de poche, hormis encore une fois les Néerlandais et les Espagnols pour les raisons que j'ai évoquées. Sur 2022, c'est encore plus petit, mais parce que là, il y a eu beaucoup de Français. Beaucoup de Français qui ont gagné quasiment dans tous les appels. Alors, il y avait des appels, donc de nouveau à la fois, on teste, on démonte des solutions transformatrices sur le territoire, notamment en utilisant les solutions basées sur la nature. Ça, c'est l'avant-dernier appel où il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 projets sélectionnés. Presque tous comprennent un ou des Français. Et puis au-dessus, c'était plutôt des appels justement en lien avec les finances, comment essayer d'établir de déverrouiller les financements par rapport à l'adaptation au changement climatique, de faire qu'on ait des services assurantiels mieux préparés pour couvrir le risque du changement climatique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc voilà les types de topics qu'il y a eu en 2022. Là, parmi les territoires français, on a eu, par exemple, la région PACA. Il y a eu beaucoup aussi de régions, enfin, en tout cas de territoires au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, vous aurez le loisir de lire ces slides a posteriori. Là aussi, tout en bas, 49 projets déposés, 12 retenus. On est à un taux de succès de 25%. Donc, ce qui est vraiment pas mal par rapport au taux de succès habituel du programme Horizon Europe. Et là, par contre, comme on a eu, ouais, ces résultats ne sont pas encore officiellement, c'est les RCP qui les ont eus, puisque nous avons le privilège de les avoir en avant-première et ils seront signés. Donc, les grands agréments ont 3 mois pour être signés. Donc, les RCP ont eu et ils ont toujours les RCP, les résultats avant même les consortia gagnants. Nous les avons eu le 23-12. Donc, la signature du grand agrément devant intervenir dans les 3 mois suivants. Vous aurez les liens vers Cordis dans 3 mois. Je crois que j'ai laissé passer une question, mais je termine juste avant sur ce sujet. Donc, ça vous permet aussi de voir que sur ce deuxième
Deuxième appel, donc la France se positionne un petit peu mieux que par rapport au premier appel, où on a un taux de succès entre la part demandée et la part captée de 56,%. On retrouve un peu le travers habituel français, c'est-à-dire qu'on ne demande pas beaucoup, mais on capte beaucoup, donc on dépose des propositions de très bonne qualité. Voilà ce que je voulais vous dire sur les résultats. J'ai vu passer des questions. Je regarde. Benjamin, est-ce que tu peux me dire s'il y a des Non, questions? Non? non, tu as répondu. Juste te remercier de rendre disponibles les informations sur les participants français. Oui. Et puis la question sur effectivement quand est-ce que les résultats officiels seront publiés. Alors, Clémence, quand vous dites que vous n'avez pas eu les résultats, c'est que vous êtes dans un consortium et on ne vous a pas informé, c'est ça? Parce que normalement, vous devriez être informé. En général, je dis que les RCP l'ont avant, mais c'est un jour avant les consortia, hein. Donc, En nous, effet, on n'a pas encore reçu, bonjour, on n'a pas encore reçu bonjour. les résultats officiels via la Ah, ça, plateforme. c'est plus étonnant par contre. Parce que vraiment, nous, quand je dis qu'on les a, c'est un jour avant que le coordinateur. Donc ça, c'est plus embêtant. Peut-être qu'en aparté, vous me direz le projet qui vous concerne ou vous intéresse, et puis on demandera à la commission. Oui, bien sûr, merci. Je vous en prie. Eh bien voilà, nous n'a pas informé les coordinateurs. Oui, je vois ça. Je vois que vous n'avez pas été Je pense informé. que, Bonjour. ouais, bonjour, je pense que c'est général, hein, enfin, on coordonne, c'est au Office international de l'eau, on coordonne une des Ah propositions. oui, mais On a- vous êtes, je vous ai vu coordinateur là. Vous êtes donc coordinateur. on n'a rien reçu, hein. Ah donc voilà, bonne nouvelle. Oui, 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 Bonne nouvelle pour vous. Donc vous êtes sur le projet Nathalie. c'est ça, oui. Et puis vous êtes dans un autre projet, si ma mémoire est bonne. Oui, sur quelque chose de technique, hein, sur les Oui, je vous ai plusieurs. vu à plusieurs endroits. Je ne saurais plus très bien dire, mais oui. Bon, voilà, bravo. Merci. Merci. Euh, donc sur les appels, en tout cas, j'espère que la commission ne va pas tarder à vous informer. En tout cas, nous, c'est l'information qu'on a eue, j'allais dire habituellement, hein, où on a un tableau Excel avec les projets reçus. Voilà. Je pense que ça ne devrait pas tarder, mais c'est vrai peut-être qu'avec Noël, il y a eu un peu de retard. Donc je passe, pardon, au programme de travail 2023-2024. Donc là, un certain nombre de topics, alors pas beaucoup, mais un budget un petit peu plus important que les années passées, 138 millions d'euros. Sur les années passées, je vous ai dit pour 2021, il y a eu 114 millions et sur 2022, c'était à peu près aux alentours de 2021. Il y a en fait trois topics, j'allais dire purement mission adaptation, ou en tout cas où le budget émane purement de la mission adaptation, et deux autres qui sont conjoints, l'un avec la mission ville. C'est celui qui se clôture le plus tôt, parce que tous les appels de la mission ville se clôturent le 27 avril, et donc celui-ci aussi. Donc attention, ça c'est vraiment un peu le point noir, je trouve, puisque on sait que ce sont des projets ambitieux qui nécessitent un peu de temps, mais malheureusement, on n'a pas pu mieux négocier. Et puis le dernier topic qui apparaît sur ce tableau, qui est en lien avec la mission Océan et la mission Sol, qui lui se clôture comme les autres appels de la mission adaptation, c'est-à-dire le 20 septembre 2023. Petite particularité, aucun topic BAT TRL ou RIA. Donc, on est vraiment encore une fois sur du testing and demonstrating. Vous regardez, les trois premiers titres commencent par ça. Donc, on veut vraiment tester sur les territoires et trouver, faire en sorte qu'il y ait des démonstrateurs qui puissent être efficaces par rapport à des risques bien identifiés. Des budgets pas négligeables par topic et un financement de projet de 3 à 4 par topic, sauf le dernier puisque le dernier, en fait, il est aussi en cascading fund. Donc l'idée, on ne finance qu'un projet, libre ensuite à ce projet sélectionné d'organiser la sélection d'autres personnes qui pourront bénéficier de ce qui est demandé dans le topic. Niveau TRL attendu, entre 6 et 8, bon, c'est tout à fait en adéquation par rapport au type d'action qui est une Innovation Action. Je crois que pour le premier topic, c'est Benjamin. Merci Annabelle. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Tout à l'heure, il y avait l'air d'avoir des petits problèmes. Non, c'est bon.
Donc pour ce premier appel qui vise à tester, donc comme le disait Annabelle, tester et démontrer des solutions qui soient transformatrices et qui augmentent la résilience au climat du secteur agricole et du secteur forestier. Donc c'est bien une IA, comme on le disait, qui est dotée de 30 millions d'euros avec un budget par projet de 8 à 10 millions d'euros. Comme le présentait Annabelle tout à l'heure au niveau des objectifs de la mission, des 3 objectifs, puisqu'on est sur intérêt à la CO, c'est un appel qui va venir répondre aux objectifs 2 et 3 de la mission climat, c'est-à-dire à la fois mobiliser les 150 régions autour de l'adaptation au changement climatique et également de fournir 75 démonstrations qui soient approfondies de transformation vers la transition, vers la résilience climatique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a 2 aspects à souligner, je pense, au niveau de cet appel. Quant à l'éligibilité des consortiums. Donc, c'est un appel qui, outre donc, le critère basique d'éligibilité, c'est-à-dire d'avoir 3 entités issues de 3 États membres ou associées à Horizon Europe différents, c'est un appel où on va demander aux consortia de réaliser des démonstrations qui soient situées dans 4 régions ou communautés différentes, et ce, dans 3 États membres de l'Union européenne ou associés au programme Horizon Europe différents. Et donc, le consortium va devoir impliquer des partenaires de ces 3 pays où vont se réaliser ces démonstrations. Donc ça, c'est assez important parce que c'est vraiment un critère d'éligibilité. L'autre aspect, c'est au niveau du ranking des propositions. En fait, les propositions qui vont remplir les seuils au niveau des notes, donc d'éligibilité, vont être classées par zone géographique. Dont les zones géographiques telles qu'elles sont décrites dans certaines directives et par l'Agence européenne de l'environnement. Donc, ce sont des zones autour des Alpes, de l'Atlantique, de la mer Noire, etc., de la mer Méditerranée. Donc, il y a un certain nombre de zones qui sont décrites. Donc, ces propositions vont être classées selon les zones. Et en fait, la Commission européenne va venir financer les propositions qui sont les mieux classées par zone. Donc, elle va donc venir financer le premier classé dans chaque zone. Et si jamais il y a du budget encore disponible, elle viendra financer le deuxième mieux classé dans une zone qui a déjà été financée. Donc, en fait, la sélection de ces zones géographiques est assez stratégique parce qu'en fonction des zones que vous allez choisir, vous allez être soit en concurrence avec plus ou moins de projets pour être financés. Et ça, on va demander aux propositions de venir décrire dans la proposition la zone qui est ciblée dans l'appel. Bon, c'est juste 2 points qui me paraissent assez importants à développer en avance de phase. Alors, vous pouvez redonner les 3 zones. En fait, les zones géographiques, il y en a beaucoup plus que 3. Ça, c'est décrit. Alors, dans le texte de l'appel, il y a un lien qui renvoie vers les différentes zones. Ça, c'est décrit dans plusieurs textes, mais ce sont notamment, comme je disais, les zones atlantiques, au niveau des Alpes, de la mer Noire, les zones continentales, méditerranéennes, les steppes. Enfin, il y a tout un... C'est l'Agence européenne de l'environnement. Hein. Ouais. Le lien renvoie vers l'Agence européenne de l'environnement. Vous retrouverez ces zones sur le site de l'agence. Hein. Le texte pointe vers l'agence qui elle-même établit ces zones. Merci Annabelle. Donc pour revenir sur le texte de l'appel, comme son titre l'indique, donc c'est un appel qui vise à tester un certain nombre de solutions transformatrices dans les secteurs agricoles et forestiers. C'est pourquoi on va s'attendre à ce que, à l'issue du projet, les régions et communautés impliquées aient participé à l'expérimentation de solutions qui soient susceptibles de transformer les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, et ce, en les rendant plus résistants au changement climatique, notamment en lien avec des feuilles de route que ces projets vont élaborer pour la résilience climatique et en lien avec les risques que les régions et communautés auront préalablement identifiés.
Donc les solutions développées vont devoir être proches de la nature, soutenir la biodiversité et ne pas nuire à la qualité et la disponibilité de l'eau. Les solutions vont également devoir rendre les modèles économiques de l'agriculture et ou de la sylviculture plus résistants aux effets à long terme du changement climatique, et ce, en réduisant les pertes économiques et les impacts au niveau social et environnemental causés par le changement climatique dans le secteur de l'agriculture et de la sylviculture. Donc, pour ce faire, les propositions vont devoir développer et tester au moins une solution innovante qui combine innovation technologique, sociale et commerciale, et qui conduise donc à une augmentation de la résilience et de la capacité d'adaptation au changement climatique dans les régions et communautés impliquées au niveau du secteur agricole et forestier. Donc, les solutions qui vont être proposées doivent être des solutions qui sont fondées sur la nature et la restauration des terres cultivées, des prairies. Et ça va devoir vraiment être une priorité des projets qui vont être mis en place. Les solutions qui sont basées sur la nature, la Commission donne à plusieurs reprises des définitions de ce que sont ces solutions. Et donc, ce sont des solutions qui donc sont inspirées et soutenues par la nature, qui sont rentables, qui apportent des avantages environnementaux, socio-économiques et qui participent à renforcer la résilience. Elles doivent bénéficier à la biodiversité et soutenir la fourniture d'une gamme de services qui soit écosystémique. Donc, étant donné que les impacts climatiques, les capacités d'adaptation et les capacités de réduction des risques de catastrophes vraiment diffèrent d'une région à l'autre, le développement et l'innovation qui vont être proposés par les projets vont devoir répondre aux besoins spécifiques qui sont identifiés à l'échelle régionale et locale. Donc ça, c'est assez important. Et donc, apporter des réponses qui soient vraiment sur mesure. Voilà. Et tout cela en tenant pleinement en compte, donc ça c'est dans l'idée des missions, de la gouvernance et des caractéristiques socio-économiques des différentes régions et communautés. Comme je disais au tout début, donc les propositions vont devoir inclure au moins 4 démonstrations dans 3 états différents. Et on va demander donc à ces régions et communautés impliquées de vraiment collaborer pour relever des défis communs qui vont être identifiés, donc tester les solutions. En parallèle de ces 4 démonstrations, on va demander au projet d'inclure ce qu'on appelle des régions ou communautés réplicantes qui vont être donc intéressés par les solutions qui vont être développées par dans le cadre des démonstrations et qui vont donc essayer de répliquer ces propositions. L'inclusion de ces communautés va pouvoir soit se faire directement par l'inclusion de ces régions réplicantes dans le consortium, soit en incluant des partenaires qui vont pouvoir faciliter le lien avec ces différentes régions en favorisant les échanges et l'assimilation des connaissances de ces différentes régions. On vous a mis également à gauche de chaque slide quelques appels qu'on a identifiés qui peuvent être d'intérêt quand vous réfléchissez au montage de votre projet et auxquels on vous invite à vous référer. En l'occurrence, là, il y a 3 appels. Donc, c'est 2 appels LIFE et un appel Horizon Europe du cluster 6 qui visent respectivement donc à augmenter la résilience des forêts du sud de l'Europe. Ça, c'est le premier, donc face au changement climatique, et ce, en intégrant des mesures d'adaptation dans la gestion des forêts publiques et privées. Pour le deuxième, développer un cadre d'adaptation qui soit basé sur les écosystèmes pour vraiment venir réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience socio-écologique au changement climatique. Et pour le dernier, à renforcer la capacité de résilience des sols sablonneux face au changement climatique. Donc, c'est vraiment 3 appels qui nous semblent se référer aux attendus de cet appel-là et qui peuvent venir nourrir votre réflexion.
Voilà, et je ne l'ai pas précisé, mais on a mis un petit schéma aussi en haut à droite qui précise sur quel objectif transversal cet appel fait référence. Voilà. Merci Benjamin. Pour les questions, n'hésitez pas, hein, encore une fois, à nous interrompre ou voilà, c'est vraiment pour vous. Le deuxième topic, donc lui, il est dédié au test et à la démonstration de solutions transformatrices pour protéger les infrastructures critiques des risques climatiques et ce, en privilégiant les solutions basées sur la nature. Donc là encore, on est vraiment sur l'objectif 2 et l'objectif 3 de la mission adaptation et il vient compléter un topic qui a été publié en 2021 de la mission adaptation qui se concentrait, lui, sur les aspects modélisation. On estime que la modélisation des infrastructures critiques n'est pas suffisamment prise en compte dans les modèles, d'où le topic en 2021. Là, maintenant, on est plutôt sur, encore une fois, la démonstration de solutions sur le terrain. C'est un appel à 34,81 millions d'euros. Ne me demandez pas pourquoi ce chiffre si précis, c'est ainsi. Et le budget par proposition entre 8 et 11 millions. Et la deadline, le 20 septembre 2023, ce qui vous laisse un peu de temps, mais ce qui laisse un peu de temps à tout le monde. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous préparer dès maintenant. Qu'est-ce qu'on attend, en fait, par rapport à ce topic? Comme pour tous les topics d'Horizon Europe et des missions de partie, hein, Expected Outcomes, Scope, Benjamin l'a dit, dans les Expected Outcomes, donc les grands objectifs attendus, là, on veut tester des solutions qui rendront les infrastructures critiques existantes plus résilientes au changement climatique et des solutions qui rendent les infrastructures, les nouvelles infrastructures critiques résilientes au changement climatique. Je n'ai pas défini infrastructure critique, ça ne va pas forcément de soi, mais dans le texte de l'appel, il y a une note en bas de page qui renvoie à la directive qui définit ce que c'est une infrastructure critique. Je me permets de citer la directive qui dit qu'une infrastructure critique est un bien, un système ou une partie de celui-ci situé dans les États membres qui est essentiel au maintien des fonctions sociétales vitales, à la santé, à la sécurité, à la sûreté, au bien-être économique ou social des personnes et dont l'arrêt ou la destruction aurait un impact significatif dans un État membre ou plusieurs États membres du fait de l'incapacité à maintenir ces fonctions. Donc, infrastructure énergétique, infrastructure en eau, infrastructure routière, etc. Donc, vraiment, c'est assez large, mais il y a un texte qui définit clairement ce qu'on entend par infrastructure routière. Donc, premier expected outcome, hein, je l'ai dit, tester des solutions pour rendre les infrastructures existantes plus résilientes ou créer de nouvelles infrastructures, mais qui soient d'emblée résilientes. Il faut que ce soit avant tout des solutions que l'on privilégie par rapport à ces infrastructures, des solutions basées sur la nature, hein. Et puis, il faut autant que possible essayer de réduire les pertes économiques et sociales potentielles causées par les événements météorologiques extrêmes et les interruptions de services dues à l'indisponibilité d'infrastructures critiques. Il faut également que les entreprises, les acteurs publics et privés soient mieux préparés pour faire face à l'évolution du climat, notamment avec des programmes d'éducation, de la formation, etc. Et il faut vraiment avoir une prévention, une gestion des événements d'urgence liés aux effets néfastes du climat améliorée grâce à l'intégration dès la conception de la surveillance numérique et des sources de données pertinentes dans les solutions. Donc, il y a un aspect numérique important dans ce sujet. Dans le scope et donc dans les activités attendues, ça se répète un peu ou ça se répond avec ce qui apparaît dans les expected outcomes. On veut protéger les infrastructures critiques des impacts climatiques, donc en les rendant prêtes à résister au changement climatique et à ses conséquences, notamment, et c'est là où on a un peu de détails sur les activités attendues, en termes de maintien de l'efficacité des opérations, de réduction des coûts de maintenance et de protection du capital investi. Il faut des solutions pour la construction et ou la gestion de nouvelles infrastructures critiques et ou la mise à niveau, la régénération, la revitalisation des infrastructures existantes par le biais d'infrastructures vertes, bleues, hybrides, par opposition aux infrastructures grises, et si nécessaire, des infrastructures de gouvernance différentes, en particulier en ce qui concerne la résistance aux événements extrêmes.
Et là, il est important de prendre en compte les considérations relatives au cycle de vie écologique et à l'empreinte CO2, depuis l'approvisionnement en matériaux, y compris l'eau, les énergies nécessaires, jusqu'au transport des matériaux, à la construction, l'entretien, l'utilisation de ces infrastructures, hein. Ça doit vraiment être pris en compte. Et il faut aussi inclure, comme je l'ai dit dans les expected outcomes, des solutions et de services numériques pour mieux prévoir et surveiller les événements climatiques et en rendre compte, notamment pour améliorer la prévision d'événements indésirables et de déclencher les procédures adéquates de gestion des risques et d'urgence. Les propositions, comme pour l'appel précédent, les propositions doivent inclure au moins 4 démonstrations se déroulant ou situées dans au moins 4 régions, villes, communautés différentes pour relever ce défi. Ces au moins 4 démonstrations doivent être situées dans 3 États membres, dans au moins 3 États membres différents ou associés de l'UE. Et pareil, les propositions doivent clairement identifier une zone biogéographique pour laquelle la solution proposée va être pertinente et doit explorer la possibilité aussi d'une réplication avec d'autres régions, en commençant par les régions situées dans la même zone biogéographique. Par rapport au projet qu'on a identifié pour vous, encore une fois, c'est vraiment pour vous aider dans votre réflexion, mais ce n'est que notre proposition, hein. Voilà, faites-en ce que vous voulez, mais 2 projets qui ont été financés dans le cadre de LIFE. Le premier s'appelle LIFE Réseau et il porte sur les infrastructures d'assainissement urbain qui sont notamment dans le nord de l'Europe vraiment soumis à de plus en plus de fortes précipitations annuelles, et une augmentation de ces fortes précipitations annuelles fait que, eh bien, souvent les réseaux d'égouts débordent, et donc du coup on n'est plus en mesure de traiter correctement les eaux des égouts, ce qui entraîne des débordements dans les stations d'épuration, des rejets d'eau usée non traitée. Et dans ce projet, les acteurs envisagent des solutions, et notamment des solutions basées sur la nature. Le deuxième projet, qui est LIFE Radom Climat, est un peu dans la même veine. J'avoue que je n'ai pas trouvé d'autres sujets dans les infrastructures, mais il y en a sûrement d'autres. Il concerne une ville de Pologne, Radom, qui propose une solution pour rendre cette ville plus résistante au changement climatique en construisant une infrastructure verte-bleue de démonstration, justement, pour gérer les flux d'eau pluviale extrêmes et contrôler les risques d'inondations locaux. Donc voilà, 2 idées de projet pour vous. J'ai vu une question de Charlotte Lebris. Est-ce qu'il faut faire le lien avec le premier appel sur la modélisation? Pas forcément, en fait. Dans le texte de l'appel, il est simplement dit que ce topic complète le topic 2021 de la mission adaptation. Donc, il vient le compléter. Si vous connaissez quelqu'un qui a répondu à l'appel, j'allais dire 2021, sur la modélisation, c'est très bien, mais là, on est vraiment, enfin, c'est un peu 2 choses à 2 stades différents. Le texte fait juste le lien, là, pour le coup, en disant qu'il y a déjà quelque chose qui a été financé dans le domaine de la modélisation, mais n'invite pas, là, pour le coup, les déposants à prendre contact, à prendre attache, à se rapprocher d'eux. Encore une fois, si vous connaissez quelqu'un, c'est toujours bien de savoir ce qui s'y fait dans ce projet. Peut-être ça peut être intéressant, mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, ce n'est pas écrit comme tel dans le texte. A-t-on les résultats? Ben oui, je vous les ai présentés, Eric, les résultats 2021. Eric, que faisiez-vous tout à l'heure à 14h20? Ok. Sur ce call, j'ai pas regardé. Donc, il y avait ce call. Oui, je ne l'ai pas détaillé. C'est vrai que je n'ai pas dit, c'est spécifiquement sur les infrastructures et la modélisation. Je ne l'ai pas dit, mais il y est. Il est dans les résultats 2021. Sur le sujet suivant. Alors, c'est un sujet qui a été ajouté un peu au dernier moment, mais poussé, je crois, par la communauté climat, par la communauté santé, ce qui est bien aussi, puisque vous avez vu que la santé, et là, il y a la petite croix rouge pour signifier que la santé et le bien-être, c'est un des domaines d'innovation clés pour faire que cette mission aboutisse à des résultats positifs. Et donc, c'est très bien que ce sujet ait été poussé.
C'est un sujet qui vise à tester des solutions transformatrices pour parvenir à la résilience et faire face aux risques de santé qui peuvent être causés par le changement climatique. C'est un appel à 18 millions d'euros et on attend des propositions entre 4,5 et 6 millions, TRL à la fin du projet entre 6 et 7. Ça vise les objectifs 2 et 3 de la mission. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le texte est peut-être un peu plus court, un peu plus laconique que les précédents. Il vise dans les expected outcomes à impliquer les régions, les autorités locales et les communautés pour développer des solutions transformatrices permettant d'atténuer les effets du changement sur la santé et le bien-être humain. Bon, on est assez proche du titre avec cette première information. Et la deuxième, c'est élaborer et tester des solutions de résilience climatique qui protègent la santé humaine. Le scope détaille un peu plus ce qui est attendu, c'est-à-dire on attend que vous couvriez 2 aspects. Le premier, c'est d'améliorer la prévention et l'élaboration des politiques. Et le deuxième, c'est que vous améliorez l'état de préparation des systèmes de santé. Dans le volet améliorer la prévention et l'élaboration des politiques, il s'agit de mieux connaître des effets à court et long terme des facteurs de stress liés au climat sur la santé, y compris les considérations de santé planétaire. On dépasse un peu un cadre territorial précis, on l'a vu avec le Covid. Il faut améliorer des outils de surveillance épidémiologique, de modélisation, de prévision complets et conviviaux. Et il faut améliorer les systèmes de prévision, d'alerte précoce et de réaction, des modèles de prise de décision concernant les effets du changement climatique sur la santé. Et il faut enfin évaluer l'impact sur la santé des mesures d'adaptation et le suivi de l'efficacité des solutions, y compris les solutions basées sur la nature. Sur le volet 2, qui est sur améliorer l'état de la préparation des systèmes de santé, là, il faut essayer de développer des solutions innovantes pour réduire l'impact du changement climatique sur la santé et le bien-être des personnes, préparer des programmes de formation à destination des médecins et autres professionnels de santé, développer des nouveaux systèmes d'alerte, adaptés aussi aux besoins des utilisateurs finaux, et fournir un retour d'information et de partage des meilleures pratiques à cette nouvelle autorité européenne qui est l'autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, ERA, qui a été mise en place en fait par la Direction générale de la Commission européenne en septembre 2021 dans le contexte de la pandémie du Covid-19. Là aussi, rebelote, il faut inclure au moins 4 démonstrations dans des régions des autorités locales d'au moins 3 États membres ou associés de l'UE différents. Examiner les possibilités de réplication dans d'autres régions. Donc, à cette fin, l'inclusion, l'identification d'au moins 3 régions, autorités locales, communautés réplicantes et intéressées par répliquer les leçons apprises sur leur territoire est fortement encouragée. Plusieurs projets me semblaient intéressants sur ce sujet et qui ont déjà été financés. Alors, je vous ai mis ID Alert, mais sachez que l'appel qui a financé ce projet a financé un certain nombre de projets qui sont vraiment tous intéressants. Là, l'idée d'ID Alert, c'est le projet part du postulat que le changement climatique est un des facteurs à l'origine des épidémies récurrentes et de l'expansion des maladies infectieuses zoonotiques, donc des maladies infectieuses qui passent de l'animal à l'homme en Europe. Et les responsables politiques et les décideurs ont besoin de surveillance adaptée du risque de maladie induit par le climat. Et donc là, le projet propose la mise en place d'indicateurs pan-européens pour les politiques, ce qui permet de suivre le risque passé, présent et futur des maladies induites par le climat. Donc voilà, ce premier projet me semble intéressant. Le deuxième, il s'appelle BPREP, pardon. C'est une RIA, donc TRL, qui va jusqu'à 5-6, un peu en deçà de ce qui est demandé. Mais l'objectif là du projet, c'était de prévenir les épidémies en essayant de mieux comprendre le rôle de la restauration de la nature pour et dans la prévention des futures épidémies de maladies. C'est un projet qui a été coordonné par l'INRAE en France. Et le dernier, j'avoue que j'ai hésité à le mettre là ou dans les infrastructures critiques, parce qu'il concerne la résilience justement des infrastructures hospitalières face au changement climatique. Donc ce dernier projet est financé par LIFE, tandis que les 2 précédents étaient financés par le programme 4 de recherche et d'innovation Horizon Europe. Voilà pour ce sujet sur la résilience des risques de santé. Merci Annabelle.
Je passe au suivant, qui fait partie donc des deux appels conjoints, et là en l'occurrence appel conjoint mission climat et mission ville, qui vise à explorer et démontrer comment rendre opérationnelles les approches collaboratives de planification urbaine pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, et ce en déployant des solutions de verdissement et de renaturation. Comme c'est un appel donc conjoint entre la mission climat et la mission ville, c'est un appel qui va devoir répondre aux objectifs de ces deux missions. Et pour rappel, très rapidement, la mission ville, si vous n'êtes pas encore familier avec cette mission, c'est une mission qui a pour but de soutenir le déploiement rapide de villes pilotes, de sorte que l'ensemble des villes du continent européen soient neutres carbone d'ici 2050, et cela va passer par 100 villes neutres carbone d'ici 2030 qui vont être soutenues par cette mission. Et dans la même optique, les propositions vont donc devoir collaborer très étroitement à la fois avec la plateforme de la mission ville et la plateforme de la mission climat. Donc, c'est un appel qui, comme son nom l'indique, vise à avoir un environnement bâti qui soit globalement régénéré, réhabilité, à l'épreuve du climat, résilient, et qui soit amélioré sur le plan environnemental, social et économique. Et ce travail va devoir être fait par des interventions de verdissement et de renaturation en ville, telles que les infrastructures vertes et bleues, les solutions basées sur la nature, on y revient toujours, les toits et les corridors verts, la restauration des écosystèmes urbains, etc. En parallèle de cet objectif, les projets vont devoir permettre d'améliorer l'habitabilité, la fonctionnalité, la qualité de vie et la cohésion sociale des zones urbaines par le biais des espaces publics et d'environnements bâtis renaturés. Donc concrètement, ça va devoir passer par une augmentation de la part des espaces verts publics nouvellement créés ou restaurés d'au moins 25% sur l'ensemble de la zone de régénération ciblée, et ce par rapport à la base de référence au début du projet. Et ça va également devoir s'accompagner en fait d'une augmentation de la satisfaction des citoyens d'au moins 20% de nouveau par rapport à la situation de référence de début du projet. Donc, les projets vont également devoir mettre en place dans chaque ville participante des plateformes de collaboration, telles que par exemple des laboratoires vivants, qui vont devoir impliquer les autorités locales, les citoyens, les parties prenantes et tout acteur en fait qui va être concerné par ces objectifs, tels que liste non exhaustive, les fournisseurs d'infrastructures, les institutions de la connaissance, les planificateurs, les organisations culturelles et créatives, les agences de l'énergie, de la mobilité et du climat. Donc en fait, c'est vraiment des plateformes de collaboration qui vont impliquer un panel très large d'acteurs, et ce, en fait, pour permettre la co-conception, l'expérimentation et la démonstration des plans d'écologisation, voilà, et de renaturation pour favoriser des villes qui soient plus neutres sur le plan climatique, plus résilientes, plus vivantes, plus durables et plus fonctionnelles. D'autre part, les projets, comme c'est quand même un projet qui est aussi en lien avec la mission climat, les projets vont devoir veiller à ce que la dimension régionale de l'adaptation au changement climatique soit correctement prise en compte, et ce, grâce à la participation continue des autorités régionales chargées de la conception et de la mise en œuvre des mesures régionales d'adaptation au changement climatique. Et ce, notamment, en fait, pourquoi ? Pour garantir que les solutions soient compatibles et cohérentes au niveau des plans urbains et des plans régionaux d'atténuation au changement climatique. Cet aspect, en fait, va être un peu plus évident a priori en France. Pourquoi ? Parce que, en fait, toutes les régions françaises aujourd'hui ont signé la charte de la mission climat et donc sont impliqués activement dans la mission d'adaptation au changement climatique, et vont pouvoir vraiment faire le lien avec les villes qui seront
coordonnées qui seront impliquées dans cet appel. Une fois n'est pas coutume, cet appel va également devoir inclure des démonstrations pilotes dans au moins cette fois-ci 4 villes situées dans un État à chaque fois différent, donc un État membre de l'Union européenne ou d'un pays associé, afin de démontrer la planification et la conception urbaine, et que cette planification et cette conception urbaine peuvent être déployées de manière optimale et que des solutions de verdissement et de renaturation en ville puissent être déployées de manière large. En parallèle, donc également, ces projets vont devoir inclure la participation de villes réplicatrices, donc 4 en l'occurrence au minimum, qui vont devoir représenter une bonne diversité géographique, climatique et socio-économique, et ce à travers l'Europe. Et ces 4 villes réplicatrices vont devoir également être situées dans des États membres ou associés différents. Au niveau des projets déjà financés, 3 projets également, avec un projet H2020 et 2 projets LIFE. Le projet H2020 vise en fait à soutenir 4 villes européennes, donc en l'occurrence Copenhague, Hambourg, Helsinki et Londres, et à les soutenir dans une transition circulaire et régénératrice complète, et ce à travers en fait 36 projets de démonstration qui ont été impliqués dans ce projet H2020. Le premier projet LIFE, lui, visait à accroître la résilience et la résistance de Lisbonne au changement climatique en ciblant l'utilisation de l'eau et en augmentant la résilience aux inondations, notamment à travers le déploiement d'espaces verts. Enfin, le deuxième projet LIFE visait à démontrer qu'une approche innovante et participative est un élément essentiel en fait pour faire accepter et participer le public et les parties prenantes dans la mise en œuvre à grande échelle des stratégies d'adaptation urbaine. Alors, je vois une série de questions. Je crois qu'Annabelle t'a répondu, c'est ça? Oui, j'ai répondu pour les projets financés dans le cadre de l'appel en 2021. Et tu as deux questions peut-être sur une solution pourrait être proposée aux régions impliquées sur Climate City 0101. Comment rejoindre un consortium en cours? Oui, alors donc c'est vrai que cet appel, c'est un de ceux qui se clôture le plus rapidement, comme le disait Annabelle, le 25 avril. Ouais. Effectivement, c'est très court et ça, on en a bien conscience. Alors, il y a plusieurs façons de rejoindre des appels. Je dirais que la première façon, c'est comme toujours faire utiliser son réseau. Donc, est-ce que vous avez collaboré avec des acteurs qui se sont positionnés sur des appels de la mission Ville, notamment précédents, ou qui sont positionnés sur des appels similaires? La deuxième façon, ça va être de voir quels sont les appels quelles sont les entités qui se sont positionnées sur des appels 2021 et 2022 et qui vont a priori peut-être se repositionner sur cet appel-ci. Donc, essayer de les contacter et voir s'ils sont en train de se mobiliser. Vous pouvez également nous solliciter, notamment à travers des fiches d'expertise qu'on peut essayer de faire circuler auprès de nos partenaires européens, PCN européens. Et de participer au webinaire. Participer au webinaire. Français et Voilà. européen. Exactement. Donc aujourd'hui, en disant auprès de la communauté française que vous êtes intéressé et faire de même lors des Infodays européens. Madame Vergniaud souligne aussi pardon de te couper, l'EN, l'entreprise European Network, qui est aussi un réseau utile, notamment plutôt pour les entreprises, comme son nom l'indique. Oui, ça c'est une bonne idée aussi. Oui. Voilà, au niveau aussi du travail qui peut être fait vis-à-vis des entités qui sont déjà positionnées sur des appels précédant la mission de la mission ville ou de la mission climat, un travail en fait similaire peut être fait. Et c'est aussi pour ça qu'on vous met en avant quelques appels qui ont déjà été financés, parce que souvent il y a une communauté assez
assez réduite d'acteurs qui participent systématiquement à des appels qui sont similaires. Donc, se rapprocher des entités qui ont participé à des appels qui ne sont pas forcément des appels mission, mais qui sont des appels, en l'occurrence, comme l'appel H20, qui sont très proches de ce que la mission va venir financer, peut permettre de cibler quelques entités. Voilà, c'est assez large, donc c'est vrai que ça demande un travail un petit peu de proactif pour aller chercher des partenaires. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est assez court. Oui, alors... Sur les villes, est-ce que les villes qui répliquent doivent être dans les mêmes États membres que les démonstrateurs? Non. Non, pas forcément dans les mêmes États membres. Au contraire, on est dans des villes réplicantes, d'où l'intérêt en fait l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les solutions développées soient adoptées par le plus grand nombre et démontrer qu'elles peuvent être adoptées par le plus grand nombre. Donc choisir, c'est pour ça qu'il le précise, choisir des villes réplicantes qui représentent une grande diversité géographique, au niveau socio-économique, au niveau de la diversité des États membres européens est important pour montrer qu'en fait, c'est vraiment des solutions qui sont déployables à grande échelle. J'ai une autre question. Merci pour les réponses. Vu les délais, puis-je vous confier cet appel à coopération? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez nous envoyer un mail directement au PCN. On a une fiche de compétences que vous pouvez remplir et après, on peut se charger de la distribuer au niveau national et au niveau européen. Voilà ce que je vous propose. Je peux vous envoyer un lien pour télécharger cette fiche qui est disponible sur la page du PCN. Et une autre question, est-ce que les villes pilotes doivent faire partie des villes sélectionnées pour être neutres en 2030? Ouais, non, c'est pas le cas. C'est vraiment ça, c'est deux processus qui sont Différents. parallèles, différents. Les villes sélectionnées, les 100 villes et quelques, puisqu'il y a quelques villes en plus des régions associées, vont bénéficier d'un accompagnement particulier. C'est vrai. Alors c'est pas forcément dit toujours ouvertement que c'est des villes qui ont un petit bonus, honnêtement, si elles participent au projet mission, puisqu'elles ont démontré leur volonté, leur capacité à se mobiliser, donc elles ont un petit bonus, mais ça ne veut pas dire que seules les villes qui ont été sélectionnées peuvent être financées ou répondre aux appels généraux. Ouais. C'est vraiment deux processus parallèles. On a un petit peu de retard, Benjamin. Ouais, je me dépêche. Oui. Alors, au niveau du dernier appel, donc appel conjoint. Alors cette fois-ci, c'est 3 missions: mission climat, mission eau et océan et mission sol. Pourquoi ces 3 missions? C'est parce que c'est un appel qui vise vraiment à explorer les synergies de ces 3 missions et vraiment répondre à tous les objectifs qui sont portés par ces missions. Voilà, donc je vais peut-être pas rentrer dans le détail de ces missions si on est un peu en retard. Je vous encourage à peut-être reparcourir ou si vous êtes vraiment intéressé par ces missions, à la limite participer aux webinaires qui sont organisés pour chacune d'entre elles dans les jours à venir et qui reviendront sur les objectifs de ces missions. Comme le disait Annabelle, c'est un appel qui est en cascade funding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une partie du financement qui va être distribué au consortium va être restituée sous forme de subventions à des tiers. Donc, le consortium lancera ses propres appels à proposition et sélectionnera des tiers qui vont bénéficier de financements, et ces financements vont atteindre au maximum 100 000 € et ils sont dédiés vraiment uniquement aux autorités locales et régionales de régions associées. Qu'est-ce que la commission appelle régions associées? Ce sont des zones qui présentent des écosystèmes similaires, des zones qui sont voisines ou non, et qui sont sélectionnées en vue de renforcer la capacité à mettre en œuvre des solutions innovantes
pour gérer le paysage, l'eau et le sol dans le cadre d'une approche intégrée de restauration des écosystèmes. Ces régions associées doivent impérativement être situées dans des États membres ou associés Horizon Europe, autres que ceux, et ça c'est assez important, autres que ceux qui font partie du consortium du projet. Donc, je passe un petit peu parce qu'on est un peu en retard. Le projet doit faire donc la démonstration d'approches intégrées, efficaces et inclusives donc de la gestion du paysage, du sol, de l'eau et de la végétation au niveau régional, et ce afin d'accroître la résilience aux impacts du changement climatique. Les solutions vont devoir être fondées sur la nature et permettre de renforcer la capacité de rétention en eau des paysages et des sols. Cet appel vise également une meilleure information et une plus grande mobilisation de tous les acteurs concernés, ce qui est un peu le cas en fait dans tous les appels, pour une gouvernance accrue, efficace et durable des sols, de l'eau et de toutes les autres composantes du paysage, et ce, encore une fois, afin d'atteindre la résilience climatique. Pour cela, de nouveau, les projets vont devoir mener des actions de démonstration dans 3 États membres ou pays associés différents, en impliquant et en incluant dans le consortium des partenaires de ces pays respectifs. Les propositions dans le cadre de ce thème doivent comprendre une démonstration à grande échelle de solutions innovantes dans des conditions réelles, avec des impacts qui soient spécifiques et qui conduisent à une augmentation mesurable de la résilience et de la capacité des zones concernées, tout en contribuant à l'atténuation du changement climatique, à la qualité des eaux, qu'ils soient de surface et souterraines, à l'amélioration de la santé des sols et à la protection de la biodiversité. Les autorités et les communautés locales doivent être impliquées dans la conception et la mise en œuvre des solutions, notamment afin de s'assurer que ces solutions soient vraiment adaptées aux besoins et aux conditions locales et qu'elles soient vraiment appropriées par ces communautés locales. Les projets doivent également, ou peuvent en tout cas également identifier, créer et diffuser des exemples de meilleures pratiques à l'intention des utilisateurs finaux. Et encore une fois, les projets vont devoir impliquer au moins 5 régions associées en tant que tierces parties afin de démontrer la faisabilité, la reproductibilité et la possibilité d'étendre ces solutions au plus grand nombre. Les projets vont devoir également, en ce sens, élaborer un plan d'action et une feuille de route pour reproduire et étendre les solutions au sein des régions associées et au-delà de ces dernières. 2 projets qui peuvent vous aider. Un projet Interreg qui vise à identifier des solutions nouvelles et innovantes pour assurer le bon état écologique des eaux de surface, et notamment afin d'atténuer les effets négatifs des inondations et la sécheresse et de prévenir la pollution de l'eau. Et un projet LIFE qui, lui, vise à soutenir la mise en œuvre de mesures qui visent à protéger et améliorer les eaux, notamment à travers la gestion et l'utilisation des terres à travers la démonstration à l'échelle d'un bassin. Voilà, j'essaie de faire le plus court possible. Je ne sais pas s'il y avait des questions, mais je n'ai pas vu passer pour cet appel-ci. Non, j'en ai pas vu passer non plus. N'hésitez pas encore une fois. On avance peut-être juste sur la présentation rapide de 2 appels en lien avec le cluster 5, qui eux-mêmes sont en lien avec la mission adaptation. Benjamin, tu veux en dire un mot ou je ne sais plus? C'était... Vas-y. Non, voilà, d'accord. Alors, je ne sais plus qui parlait. Donc, vraiment rapidement, 2 qui se clôturent tous les 2 le 18 avril et qui sont pour le coup des actions de recherche et d'innovation, donc TRL un peu plus bas que les appels qu'on a vus jusqu'à présent. Un sur la modélisation pour la résilience au niveau local, qui traite certainement de points plus particuliers, encore une fois, et qui sont des briques qui vont venir aider la mission adaptation. Et puis un autre qui est, j'allais dire, transverse à tous les objectifs de la mission et qui vont être nécessaires dans le cadre du changement de comportement et de gouvernance dans la réalisation des transformations systémiques nécessaires pour parvenir à la résilience climatique.
Le premier de 12 millions d'euros, un budget de 12 millions, et le deuxième de 8 millions d'euros. Alors, normalement, on avait prévu une petite pause. Comme on a un petit peu de retard et que on termine avec une invitée que je ne voudrais pas voilà, bousculer son agenda, je propose malheureusement que l'on zappe le break et je vous dis un mot juste parce que Benjamin l'évoquait, qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises et que c'est important de voir où la France se positionne par rapport à cela sur la charte mission adaptation au changement climatique. Alors, j'espère que vous voyez bien. Cette charte, on vous en a parlé si vous suivez attentivement nos épisodes mission adaptation. On est à la 3e saison, là, si vous nous avez suivis précédemment. Cette charte, elle a été lancée il y a un peu plus d'un an. Et l'idée pour la commission, c'était de voir un petit peu qui, au niveau européen, quels étaient les territoires qui s'intéressaient à la mission et qui étaient prêts, j'allais dire, à participer un peu à l'aventure mission et finalement à bénéficier aussi, puisque c'est ça l'intérêt de signer la charte de mission adaptation, de conseils, de bénéficier aussi de conseils via la plateforme que l'on a évoquée en tout début, la plateforme Mission Implementation Plan, MIP, de créer une communauté de pratiques et d'échanges sur l'adaptation au changement climatique. Et vous voyez sur cette carte à gauche que la France est en rouge, puisque en fait toutes les grandes régions administratives ont signé cette charte, et ça c'est vraiment très important que vous ayez ça en tête, mais également un certain nombre aussi d'autres entités que sont par exemple Angers-Loire Métropole, Clermont-Auvergne Métropole, le département du Puy-de-Dôme. Donc beaucoup d'acteurs français se sont mobilisés et on a fait en sorte au niveau français que beaucoup se mobilisent. Donc il y a 23 régions, collectivités françaises qui sont signataires de la charte. On est aujourd'hui dans le 3e round de la signature de cette charte qui normalement est le dernier puisque la commission a indiqué au dernier comité de programme que si elle voulait aider et donner des conseils, etc., il fallait que ça soit quand même dans des proportions, j'allais dire pas réduites, mais en tout cas pas trop grandes non plus, sinon après ça devenait impossible. Et aujourd'hui, enfin, à la suite de la deuxième round de signature, il y a eu quand même 215 signataires, donc ce qui est beaucoup. Et il y a un événement le 26 janvier que vous voyez dans le cadre en bas pour lequel on n'a pas encore le lien, mais qui va permettre de réunir les derniers signataires de la charte et ça permettra un échange avec les derniers signataires, mais aussi les précédents. Également le contractant qui établit la plateforme dont je vous ai parlé, et puis il y aura aussi plusieurs membres du conseil de la mission lors de cet événement. Donc pour le moment, on n'a pas encore le lien, mais ça ne saurait tarder. D'autres événements aussi en lien, notamment un premier forum mission la veille, donc pour toutes les missions cette fois-ci. Et puis le deuxième forum mission adaptation au mois de juin, le 2 juin, c'est une date encore sous réserve de confirmation. Donc les signataires enfin si vous n'avez pas, je vais le formuler différemment, si vous n'avez pas signé cette charte en tant que territoire, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas répondre aux appels, hein. Ce sont deux choses indépendantes. Les signataires de la charte vont bénéficier de conseils, être intégrés dans une communauté qui vont pouvoir partager des conseils, etc. Et ils peuvent ou non répondre aux appels. Et si vous n'avez répondu qu'aux appels jusqu'alors et vous n'êtes pas encore signataire de la charte, c'est peut-être, ça va être un peu juste de la signer, puisqu'encore une fois, la commission a indiqué qu'on arrivait peut-être au 3e et dernier round pour cette signature. Mais voilà, ce sont deux choses en parallèle qui vont fonctionner à plein régime d'ici peu, puisqu'encore une fois, la plateforme va être mise en œuvre premier trimestre 2023. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur cette charte mission adaptation. Et alors, il y a le lien. Vous voyez dans l'encadré, je suis en train de lire, pardon, la question, où pouvons-nous trouver les signataires de la charte en France? Dans l'encadré en bas à gauche, il y a 23 régions, collectivités, c'est souligné, en fait, vous aurez le lien et vous trouverez l'article à partir de ce lien-là et de cet encadré. Et il y aura peut-être donc une mise à jour de cette page suite à l'événement du 26 janvier où il y aura peut-être de nouveaux signataires français qui se seront proposés ou qui auront manifesté leur intérêt pour signer cette charte. En tous les cas, on mettra à jour cette même page. Voilà. J'en ai fini pour la charte. Je propose que l'on passe à notre
témoignage. Et encore une fois, je crois beaucoup en la preuve par l'exemple. Donc, j'espère que vous allez rester jusqu'au bout. En tous les cas, bonjour Zoé Bulle-Baudin, représentante de la région Normandie à Bruxelles. Donc, au nom du PCN Climat Énergie et des représentants français de la mission adaptation, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous avons invité Zoé pour que vous nous parliez d'un projet lauréat dans lequel la région Normandie est impliquée. Projet évidemment en lien avec la mission adaptation et plus particulièrement les démonstrateurs à grande échelle de la résilience climatique. Donc, nous espérons à travers ce témoignage, d'une part, démystifier la mission adaptation et ses appels, hein, où oui, il est possible de gagner un appel à proposition de la mission adaptation, et d'autre part, de partager l'expérience d'une réponse à un appel à proposition sur la mission adaptation. On le sait, ce sont des appels donc encore un peu nouveaux et ambitieux, avec une approche holistique. Donc, votre éclairage sera précieux. Personnellement, encore une fois, je crois beaucoup en la preuve par l'exemple. Donc, alors, ce projet Résiste, il est ambitieux. Il compte pas moins de 56 partenaires. Donc, outre la région Normandie, il y a la Fondation européenne de la science, le CEREMA, l'Office français de la biodiversité et l'Association pour la coopération culturelle et économique et économie numérique avec le sud de l'Europe. Zoé, pouvez-vous commencer par nous dire un mot sur ce projet Résiste et le rôle de la région Normandie dans ce projet? Oui, 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 tout à fait. Bonjour, bonjour Annabelle, bonjour à tous. Est-ce qu'il serait possible d'afficher éventuellement la diapo que j'avais préparée? Voilà, celle-là, ça vous donnera comme ça visuellement quelques éléments sur Resist. Donc, Resist pour Regions for Climate Change Resilience through Innovation, Science and Technology, c'est un projet qui a été sélectionné dans le cadre de la première vague d'appel de la mission et qui donc s'intègre dans le cadre du troisième objectif de la mission, donc sur les démonstrateurs. C'est un projet assez important, donc 56 partenaires, 25 millions d'euros sur 5 ans. Il est coordonné par l'organisme norvégien SINTEF. Je mentionne aussi Innova Plus parce qu'en fait, ce cabinet de conseil portugais est vraiment l'organisme qui est en charge de la gestion au quotidien du projet, puisque voilà, c'est un tel processus qu'ils ne sont pas trop de deux pour le gérer. Alors, l'objectif de ce projet, c'est d'améliorer, de renforcer la résilience climatique et les capacités d'adaptation de 12 régions européennes. Parmi ces 12 régions, on a 4 régions démonstratrices ou pilotes qui sont indiqués ici dans la diapo. Donc, c'est Southwest Finland, plus spécifiquement la ville de Turku, Central Danemark, la Catalogne et Centro au Portugal. Et donc, chacune de ces régions démonstratrices a choisi une thématique sur laquelle elle souhaite travailler. Donc, en l'occurrence, Turku, par exemple, c'est la question de la gestion de l'eau. Et chacune de ces régions démonstratrices va devoir développer 3 grands projets de démonstration, souvent dans le domaine des solutions fondées sur la nature, pour faire face aux effets du changement climatique sur son territoire. Et chacune de ces régions démonstratrices va travailler, outre le développement de ces projets de démonstration, avec 2 régions jumelles, 2 twinning regions, une région développée et une région moins développée à chaque fois, pour que ces régions jumelles puissent apprendre, s'inspirer, de répliquer les solutions qui seront développées dans les régions démonstratrices. Et donc, dans le cas de la Normandie, on est région jumelle de Turku. Et la Normandie est représentée au sein du projet par la région Normandie, mais aussi par l'antenne normande du CEREMA et l'antenne normande de l'OFB. Donc voilà, c'est une approche vraiment, vraiment territoriale. Annabelle, je pense que votre micro... Voilà. Zoé, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la façon dont le consortium s'est constitué? On sait que souvent, c'est une des premières difficultés que rencontrent les déposants et avec toutes les conditions qu'implique un projet européen. Donc, est-ce que dans la mission adaptation et dans le cadre de cet appel, ça a été une difficulté supplémentaire? Comment est-ce que vous avez procédé pour trouver un consortium? Comment ça s'est fait? Alors, tout est parti d'un consortium qui s'était monté initialement pour répondre à l'appel Green Deal d'Horizon 2020, qui a été mentionné au début du webinaire. Donc, les acteurs se sont mis ensemble. Nous, la région Normandie, on faisait déjà partie de ce premier consortium via le réseau ERIN, le réseau des régions européennes pour la recherche et l'innovation, que vous connaissez peut-être et dont la région Normandie est membre. Et donc, ce consortium avait monté un projet, s'était positionné sur l'appel Green Deal.
Deal, le projet n'avait pas été retenu et les membres de ce consortium se sont remobilisés pour se positionner sur les premiers appels de la mission. Le consortium a été élargi. À la base, la Normandie ne devait pas en faire partie, mais puisqu'une autre région française s'est désistée, on a pris sa place. Et voilà, et le consortium a été retenu. Donc, du coup, importance dans notre cas du réseau européen ERIN qui nous a permis de mettre le pied dans la porte. Merci Zoé, intéressant. Donc, on s'entête, on ne lâche pas. Un premier projet qui n'a pas trouvé de financement dans le cadre du Green Deal, mais on essaye de le recycler, si je puis dire. Et puis, un peu de chance avec cette région autre qui s'est désistée. Et surtout, pour vous, l'intérêt d'être dans ce réseau européen des régions ERIN, qui facilite certainement la mise en relation avec d'autres acteurs. Est-ce que l'appel mission adaptation auquel la région a répondu a suscité des difficultés particulières par rapport à un appel classique, entre guillemets, et comment est-ce que vous les avez surmontés? Alors, au niveau du projet dans son ensemble, d'après ce que je constate, il y a quand même deux défis qui sont d'abord le défi de coordonner un projet aussi important. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux coordinations. Il y a un coordinateur officiel, SINTEF, mais il y a aussi un coordinateur opérationnel qui est Innova Plus. Donc, ça, je pense que c'est quand même fortement lié à la taille du projet. Et il y a aussi le défi de la mise en œuvre opérationnelle du projet, parce que dans le dossier de candidature, les activités sont assez peu détaillées finalement, et donc la première année du projet va vraiment être consacrée à la mise en place d'outils méthodologiques pour que le projet puisse ensuite être mis en œuvre. Mais voilà, c'est un projet qui va vraiment démarrer doucement parce qu'il faut mettre cette grosse machine en place. Et au niveau spécifiquement de la région Normandie, il y a deux difficultés. D'abord, le fait que mes collègues et puis le CEREMA ou l'OFB en région ne sont pas forcément familiers d'Horizon Europe. Ils sont plutôt habitués de programmes comme LIFE, le FEDER ou Interreg. Et donc, il y a tout un travail d'acculturation sur Horizon Europe, ce qui est éligible, ce qui ne l'est pas, comment ça fonctionne. Donc, pour ça, les fiches du PCN juridique et financier sont très utiles. Et le deuxième défi pour la Normandie, c'est de s'y retrouver dans un projet aussi gros, faire valoir les priorités régionales. Là, on travaille avec Tourcoux sur la gestion de l'eau, mais il y a d'autres volets qui nous intéressent, notamment sur le littoral. Donc voilà, arriver à suivre, arriver à être un peu partout dans le projet, tout en ayant la contribution la plus pertinente possible. Et à noter que le projet va permettre à la région de recruter un chargé de mission, un ou une chargée de mission, ce qui va vraiment nous permettre d'être actifs et de bien suivre pendant 5 ans la mise en œuvre du projet. Merci Zoé. Est-ce que, donc on a parlé au tout début du webinaire de l'importance de cette dimension citoyenne qui est au cœur des missions et de la mission adaptation en particulier. Comment est-ce qu'elle a été intégrée en fait dans le projet Résiste, cette dimension citoyenne? Alors d'abord, il y a un work package qui est dédié à ce sujet, qui parle de communication et d'engagement citoyen. Et dans le cadre de ce work package, il y a plusieurs activités qui vont être mises en place, et notamment l'organisation d'événements, d'expositions en ligne, d'outils, de stratégies de communication. Donc là, évidemment, ça devrait quand même parler aux citoyens. Et ensuite, au niveau, chaque région démonstratrice et jumelle va devoir également travailler avec ses citoyens pour concevoir et ensuite pour mettre en œuvre les projets de démonstration, puis des opérations de réplication. Et je pense que le nombre de citoyens concertés, consultés, fait partie des indicateurs du projet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être suivi et qui est suivi quantitativement, notamment dans le cadre des indicateurs. Merci Zoé. Est-ce que vous auriez, dernier point, un conseil pour les futurs acteurs français souhaitant déposer un projet dans le cadre de la mission adaptation? Alors, quelques conseils. D'abord, l'importance des réseaux. Vraiment, donc dans le cas des collectivités, le réseau ERIN pour nous a été très utile, mais il existe d'autres réseaux européens qui permettent soit de trouver des partenaires, soit de s'insérer dans un consortium en cours de montage. Et après, dans le cas évidemment des académiques et des acteurs industriels, il existe d'autres réseaux qui sont aussi très utiles pour ça. L'importance de participer aux activités de la mission.
Vous avez mentionné la charte, ça c'est plutôt pour les collectivités, mais bientôt la commission va lancer une communauté de pratique de la mission. Donc voilà, ça ne demande pas beaucoup d'énergie et en même temps, ça permet quand même de se tenir au courant et d'être identifié par la commission. Et puis, pour les acteurs industriels et académiques surtout, n'hésitez pas à travailler avec les collectivités avec lesquelles vous travaillez d'habitude. N'hésitez pas à vous positionner sur ce type d'appel, parce que souvent les collectivités souhaitent se positionner dans ce type d'appel pour être territoire de démonstration, et c'est ce qu'attend la commission. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos collectivités pour vous positionner sur ces appels. Bien, Zoé, merci vraiment au nom du PCN et des RCP de votre témoignage, de votre éclairage qui, je l'espère, aura été précieux pour vous tous. En fait, je pense et j'espère que les territoires ainsi que tous les acteurs privés, publics de la RI, les communautés sont prêtes maintenant à franchir le cap des appels de la mission adaptation. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour prendre toutes vos questions, donc n'hésitez pas et profitez de la présence de Zoé. Je vois apparaître une première question de Madame Rimbaud. Comment s'est opéré le montage du projet et la rédaction de la proposition étant donné le grand nombre de partenaires? Avez-vous fait appel à un cabinet de conseil? Bon, il me semble qu'on a un petit peu eu la réponse, mais Zoé, si vous voulez. Oui, c'est un partenaire du projet qui s'en est occupé. C'est Innova Plus qui a vraiment été à la manœuvre pour la coordination du montage de la proposition. Merci. Une précision pour le CEREMA de Madame Françoise Martin qui nous dit que le CEREMA, donc qui est partenaire du projet, dispose d'un service interne d'appui au projet européen et l'acculturation et la professionnalisation se fait donc en interne également désormais. Ça, c'est très bien, c'est parfait. C'est vraiment ce que vous avez dit, Zoé, la difficulté pour les territoires de ce nouveau programme, alors qu'il s'était déjà accaparé dans le passé les règles du FEDER, des interrègles, etc. Donc là, vraiment, bravo à vous. Sophie Pradérol, représentante de la région Île-de-France. Question pratique. Dans la région Normandie, qui participe aux événements de mission? Équipe Europe, direction experte et deux. Donc là, on a un langage d'expert de région à région. Alors, ça dépend de la disponibilité de mes collègues. Moi, étant basée à Bruxelles, je vais participer assez naturellement à tous les événements organisés par la commission autour de la mission. Et puis, si un ou plusieurs de mes collègues souhaitent participer en plus en ligne ou en présentiel, c'est encore mieux. Mais disons, voilà, moi, j'assure le service minimum et ensuite, si mes collègues peuvent se joindre à moi, c'est tant mieux. Mais voilà la répartition. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le projet Résiste pour Zoé ou pour Benjamin, pour moi ou pour même Bazoudeb à qui on n'a pas donné beaucoup la parole mais qui nous a donné tout à l'heure un lien très pratique aussi pour la communauté SHS puisqu'il existe aussi un réseau pour la communauté SHS qui est encore une fois au cœur de cette mission et de toutes les missions d'une manière générale. Donc voilà. Merci Bazoudeb. Il n'y a pas d'autres questions. On s'avance doucement vers la dernière slide, mais sûrement. Alors, une slide récapitulative avec tous les noms des représentants de la mission adaptation. Donc ça, ce sont les personnes qui discutent avec la commission de la préparation des appels à propositions. Pour vous, ce qu'il est important de retenir, c'est l'adresse mail générique du PCN Climat-Énergie, puisque si vous avez des questions sur cette mission, c'est à cette adresse mail qu'il faut écrire. La page web de la mission adaptation. Également le lien si vous souhaitez recevoir les informations du PCN Climat-Énergie. Et puis en termes d'agenda, je vous le disais en tout début de webinaire, la commission organise un infodé sur l'ensemble des missions. C'est le 17 janvier qu'aura lieu l'infodé sur la mission adaptation. Vraiment, participez, posez vos questions à la commission lors de cette infodé. Regardez quels sont les acteurs qui posent des questions et qui s'intéressent aussi à cette mission si vous le pouvez. C'est vraiment là qu'il est important d'être quand on veut participer à des appels à propositions. Le 25 janvier, c'est le premier forum pour toutes les missions. C'est uniquement en ligne. Et là, on a également le lien qu'on vous a mis. Le 26 janvier, c'est le lancement de la communauté de pratique avec les signataires de la charte, troisième ronde, plus certainement ceux qui ont déjà signé préalablement. Et puis le 2 juin, le second forum de la mission adaptation, date encore à confirmer.
Également à votre disposition le FAQ concernant les missions adaptation, qui est le FAQ de la Commission européenne, qui précise un certain nombre de choses, comme la notion de région, qui au tout début était encore imprécise. On vous renvoie également vers la page du site Horizon Europe français sur les régions et autorités locales françaises notamment qui ont signé la charte mission adaptation jusqu'à maintenant. Cette page sera mise à jour si d'autres signataires français apparaissent. Et puis le programme de travail Horizon Europe 2023-2024 dans lequel vous retrouverez la partie concernant la mission adaptation et également le cluster 5. Y a-t-il un temps politique le 26 janvier? Certainement. Certainement, oui, qu'il y aura ou des témoignages en termes de politique locale, ça avait déjà été fait précédemment, ou au niveau de la commission elle-même, mais oui, sûrement. On n'a pas encore l'agenda, mais je présume. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions? Si tel n'est pas le cas, je propose que nous clôturions notre webinaire ici. Encore une fois, il sera en ligne à votre disposition d'ici peu, de même que les slides. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Nous comptons sur vous pour déposer de nombreux projets. Il y a vraiment des possibilités et j'espère que vous serez nombreux à proposer des sujets sur les topics qu'on vous a présentés. Merci beaucoup et bonne fin de journée et bonne semaine. Merci beaucoup à tout le monde et merci Annabelle.